Europe 1, il est 13h. Europe 1, 13h. 13h, 14h. Céline Géraud. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver et surtout merci d'écouter Europe 1 pour vous informer à la mi-journée. Au sommaire de ce journal, plus précoce, plus sévère, l'épidémie de grippe s'intensifie. Le plan blanc est déclenché dans 87 hôpitaux. Tous les détails dans quelques instants. C'est un retour à l'envoyeur qui fait désordre. L'influenceur algérien Doualem, expulsé vers son pays, a été renvoyé illico vers Paris. Bruno Retailleau juge cela inacceptable. Et pendant ce temps-là, l'Angleterre a-t-elle perdu la guerre contre l'islam radical? Dans certains quartiers de Londres, on vit déjà à l'heure de la charia. C'est l'enquête d'Europe 1. Enfin, en Californie, Hollywood qui continue à s'embraser. Les feux violents ont déjà fait 10 victimes. Le point sur la situation à la fin de ce journal. Bonjour Géraldine Amont. Bonjour Céline. La météo avec de la pluie. Exactement, il va pleuvoir cet après-midi sur les 3/4 des régions. 7 départements sont en vigilance orange pour crue. Cela concerne le Calvados, l'Eure, l'Ille-et-Vilaine, le Maine-et-Loire, l'Oise, la Seine-Maritime et le Val d'Oise. Seule la Méditerranée profite d'un beau soleil. Il fera 2 à 5 degrés au nord et 17 à 19 degrés plus au sud. Météo complète sur Europe 1 à la fin de ce journal. Europe 1. Et on ouvre cette Europe 1 13h avec cette épidémie de grippe plus sévère et plus précoce qui s'est donc intensifiée depuis le début du mois de janvier. Yasmina Katou, les urgences sont débordées. Conséquence, plusieurs plans blancs ont été enclenchés en France. Oui, une centaine de plans blancs ont été déclenchés sur toute la France. Catherine Vautrin, la ministre du Travail et de la Santé, le révélait sur notre antenne ce matin. Beaucoup de régions sont concernées, de la région PACA à la Bretagne, mais aussi l'Auvergne-Rhône-Alpes ou encore l'Île-de-France. Alors pour que nos auditeurs comprennent, un plan blanc activé permet aux directeurs d'hôpitaux de prendre des mesures exceptionnelles, comme rappeler des soignants en congé ou encore de déprogrammer des opérations et des soins qui ne sont pas urgents. L'idée, c'est d'avoir du personnel supplémentaire pour s'occuper des patients qui affluent dans les services d'urgence. Chaque hôpital décide seul et il n'y aura pas de généralisation des plans blancs à l'échelle nationale. C'est ce qu'a précisé ce matin le ministre de la Santé, Yannick Neuder, qui était en déplacement dans un hôpital parisien où il a rappelé l'importance des gestes barrières pour contrer cette épidémie de grippe. Si on veut être solidaire vis-à-vis de notre communauté de soignants, c'est de reprendre les gestes barrières, donc de se laver les mains, de mettre un masque quand on a des symptômes et de pouvoir tousser dans son pli du coude. Et l'ensemble du gouvernement est mobilisé pour que notre système de santé tienne. Et une annonce importante faite par le ministre de la Santé, parce que comme chaque année, peu de soignants se sont fait vacciner contre la grippe. Yannick Neuder réfléchit donc pour la saison prochaine à rendre cette vaccination obligatoire. Yasmina Katou, la spécialiste santé à Europe 1. 13h02, c'est un retour à l'envoyeur qui fait désordre. Expulsé hier après-midi, après avoir tenu des propos haineux sur TikTok, l'influenceur algérien Doualem a aussitôt été renvoyé vers Paris. Jean-Baptiste Marty, c'est l'Algérie qui a donc refusé l'entrée sur son territoire de son ressortissant. Effectivement, tout s'est joué en quelques heures dans l'avion direction Alger. Les autorités locales apprennent le renvoi en cours de l'influenceur, un renvoi sans laissez-passer consulaire, mais possible grâce au passeport algérien de Doualem retrouvé par la police française. Preuve qu'il est bien de cette nationalité. Alger prend alors une mesure d'interdiction de territoire à son encontre en invoquant une loi exceptionnelle de 2008 qui interdit l'accès au pays à tout ressortissant représentant une menace pour le pays. Pas d'autre choix donc pour les policiers français que de rebrousser chemin, bras dessus, bras dessous. C'est le droit international. Un retour hier soir à Paris. Doualem est ensuite de nouveau placé dans un centre de rétention administrative au CRA du Mesnil-Amelot en Seine-et-Marne. C'est ici un véritable bras de fer diplomatique qu'engage l'Algérie avec la France. Selon les informations d'Europe 1, le ministère de l'Intérieur entend engager des discussions avec Alger pour demander des comptes et obtenir un laissez-passer consulaire très rapidement. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Un retour à la case départ qui a fait réagir Bruno Retailleau. Il était en déplacement ce matin à Nantes. On l'écoute. Je pense qu'on a atteint avec l'Algérie un seuil extrêmement inquiétant. On voit bien que l'Algérie cherche à humilier la France. Cet influenceur, il avait un passeport biométrique à jour. Il n'y avait pas besoin d'avoir un laissez-passer consulaire. Un passeport suffit pour apporter la preuve de cette réadmission. Donc c'est absolument inacceptable. L'Algérie a évoqué un motif sans produire aucune preuve. Je pense que là, l'Algérie est en train de franchir un cap. Voilà la réaction de Bruno Retailleau et un certain nombre de responsables politiques demandent à revoir les accords de 68
pour réajuster les moyens de pression contre l'Algérie. Jacques Serret, est-ce que la diplomatie française envisage à ce stade de remettre en cause ces accords ? Non, du côté du Quai d'Orsay, les diplomates n'en sont pas là. Ils en sont même très loin. Pas question de se lancer dans un effet d'annonce juste en interne. Mais quid de la réduction du nombre de visas accordés à l'Algérie ? Et puis, faut-il revoir l'aide au développement fournie à ce pays ? Pour rappel, la France a donné ces dernières années entre 110 et 130 millions d'euros à l'Algérie par an. Au ministère des Affaires étrangères, on ne souhaite pas rentrer dans ces considérations. Les questions de visa, les questions d'aide au développement, ça ne marche pas comme moyen de pression. Il faut voir les relations commerciales à l'échelle européenne, estime une source diplomatique haut placée. La circulation des personnes, ça doit être géré au niveau européen. Fin de citation. Une analyse qui n'est absolument pas celle du ministère de l'Intérieur, vous venez de l'entendre, ce qui crée de premières dissensions au sein du gouvernement Bayrou. Ce diplomate français assume, au Quai d'Orsay, on ne joue pas la même partition qu'à Beauvau. Jacques Serret du service politique d'Europe 1 et dès 13h20, on continuera évidemment à en parler avec Gilles-William Gonaldel et Raphaël Steinville. Londres a-t-elle perdu la guerre contre l'islam radical ? Dans certains quartiers de la capitale britannique, on vit déjà à l'heure de la charia. Selon le quotidien anglais Times, il existe 82 tribunaux de la charia, une justice rendue par les islamistes en dehors de tout cadre légal. Écoutez ce reportage édifiant à Londres pour Europe 1 de Caroline Baudry. Islamic Sharia Council, peut-on lire en grandes lettres sur un bâtiment de Londres. Entre ces murs, des hommes concluent des mariages et règlent les divorces religieux. Pour un homme, il suffit de prononcer 3 fois le mot divorce. Pour une femme, c'est le parcours du combattant. Shaista Gohir est députée, fondatrice du réseau des femmes musulmanes. Beaucoup de femmes musulmanes nous contactent et se plaignent de ces cours de la charia, comme quand ils prennent beaucoup de temps pour prononcer le divorce, quand ils prennent le parti du mari, même quand il y a des violences conjugales. Ils disent où sont les preuves ? 100 000 mariages sont enregistrés devant ces cours dans le pays. Sur 4 millions de musulmans, le phénomène est contenu. Mais Stephen Evans dénonce le glissement au grand jour vers une justice parallèle. Il dirige la National Secular Society qui milite pour une société laïque. Ce qu'ils font, c'est saper le principe fondamental de l'égalité entre les citoyens. L'idée d'une loi unique pour tous. Les personnes qui dirigent les conseils de la charia opèrent à partir d'une version très fondamentaliste et conservatrice de l'islam. Les autorités se heurtent à des décennies de liberté religieuse dans le pays. Leur piste pour faire reculer la charia, rendre le mariage civil obligatoire avant tout mariage religieux, comme en France. Le reportage de Caroline Baudry, envoyée spéciale à Londres. Allez, 13h07, on reste ensemble. Dans quelques instants, la suite du journal avec cette violente agression contre le personnel hospitalier des urgences d'Annemasse. Et puis, quand la police fait plancher ses futurs officiers sur la haine anti-LGBT, est-ce qu'on n'est pas en déconnexion avec les enjeux de sécurité publique ? Eh bien, on va en parler. À tout de suite. Restez bien avec nous, la suite du journal de Céline Géraud, c'est dans un instant, 13h-14h. Céline Géraud vous informe sur Europe 1. Europe 1, 13h. Commun. 13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h09 sur Europe 1, la suite du journal de Céline Géraud. Et dans ce journal, Céline, vous revenez sur cette agression particulièrement violente en Haute-Savoie. Oui, cela s'est passé mercredi à l'hôpital privé d'Annemasse. 2 frères ont agressé plusieurs membres de l'équipe médicale. Jean-Luc Boujon, vous êtes le correspondant Europe 1 en Rhône-Alpes. Que sait-on de cette affaire ? Alors ce soir-là, l'un des 2 frères âgé de 33 ans est pris en charge pour une suspicion de traumatisme crânien. Mais avec son frère de 25 ans qui l'accompagne, il trouve que cela ne va pas assez vite. Il exige donc de passer avant tout le monde, refus de l'infirmière. Le frère accompagnant pénètre alors dans la zone de soins. L'infirmière lui demande de rester en salle d'attente et c'est là que tout dégénère, explique Marie Chabin, directrice déléguée de l'hôpital privé d'Annemasse. Ces 2 messieurs se sont mis à frapper l'équipe, des coups de pied, des coups de poing, des coups de coude, à les jeter au sol, à les plaquer au mur. Dans l'équipe, nous, il y a 7 personnes qui ont été blessées physiquement avec des fractures, des contusions, des bleus. Et 14 personnes en tout étaient présentes et les 14 sont très atteintes psychologiquement de ce déchaînement de violence sans aucune raison connue. Alors alerté, la police arrive très vite sur les lieux, mais les 2 hommes ont déjà pris la fuite en voiture. 2 hommes qui, dès le lendemain, se présentent au commissariat. Alors on se dit qu'ils ont réfléchi et qu'ils sont venus se rendre et peut-être s'excuser. Eh bien pas du tout. Ils viennent en fait pour porter plainte contre les personnels des urgences. On croit rêver. Évidemment, les policiers en profitent pour les arrêter. Ils sont actuellement en garde à vue. Il s'agit de 2 frères de nationalité française et qui jusque-là n'étaient pas connus des services de police. Les informations de Jean-Luc
Jean-Luc Boujon sur cette affaire à Annemasse pour Europe 1. 13h11, le wokisme gagne-t-il les rangs de la police? Sur la copie du concours d'officiers cette année, pas de réflexion sur l'expansion du narcotrafic ou la rajeunisation de la délinquance, mais une question sur la lutte contre les anti-LGBT. C'est une information Europe 1, William Molinier. Le choix de ce sujet a fait grincer les dents de nombreux candidats. L'épreuve est intitulée « Résolution de cas pratiques, coefficient 4 ». Le candidat est invité à se mettre dans la peau d'un lieutenant de police affecté dans un état-major local. Le directeur départemental de la police lui demande alors d'écrire une note sur la thématique de la haine anti-LGBT et de trouver des pistes d'amélioration à mettre en œuvre localement. Les candidats ont 4 heures. On est écœuré. La priorité est donnée à la lutte contre les atteintes aux minorités au détriment des trafics qui gênent une majorité, s'indigne un enquêteur. Car si les crimes et délits anti-LGBT ont augmenté de 13% en 2023, ils ne représente que 0,1% de la délinquance enregistrée par les forces de l'ordre. Une goutte d'eau, mais qui semble avoir retenu l'attention des organisateurs de l'examen. La police n'échappe pas, elle non plus, au wokisme, regrette un policier. J'ai vu ce lobby s'implanter depuis l'élection de François Hollande. Il contrôle aujourd'hui des pans entiers de la maison, poursuit un commissaire à la retraite, en particulier la formation et les concours, porte d'entrée stratégique pour écrémer les profils déplaisants. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. En Californie maintenant, Hollywood qui continue de s'embraser. Le président Joe Biden a qualifié ces incendies de plus dévastateurs de l'histoire de la Californie. Et le bilan est désormais de 10 morts et près de 15 000 hectares ont déjà brûlé. Geoffrey Branger, les principaux foyers sont toujours hors de contrôle. Oui, des feux impossibles à ralentir en l'état. Ils avancent vite et détruisent tout sur leur passage. La faute au vent trop important, selon le Jérôme Laval, pilote aux États-Unis, spécialiste dans la lutte contre les incendies. Les moyens aériens sont souvent clos au sol par la force des vents et du coup ça rend les opérations à la fois dangereuses et inutiles en fait. Le problème c'est la gestion du nombre de pompiers au sol. Là j'ai lu qu'ils avaient des problèmes d'accès à l'eau, etc. Donc des feux comme ça devient rapidement une catastrophe et c'est pas gérable. En soutien, 400 militaires ont été envoyés pour renforcer le dispositif au sol, ainsi que 800 détenus volontaires de la prison de Los Angeles. Une situation extrême en Californie qui n'est pas surprenante pour ce pilote expérimenté. J'en ai fait des feux comme ça en 2003, en 2007, en 2011. Donc ça revient tous les 5-10 ans par des conditions atmosphériques extrêmes. Depuis 4-5 mois, ils n'ont pas une goutte de pluie. Après, on met du vent à 100, 150 km/h. Tout est hyper sec. La moindre étincelle, ça part. Et après, pour l'arrêter, c'est très, très, très compliqué. Selon les premières estimations, depuis mardi, dans le comté de Los Angeles, au moins 10 000 bâtiments auraient été détruits et 144 km² seraient partis en fumée. Pour que vous compreniez bien, c'est l'équivalent d'une fois et demie la taille de Paris. Merci Geoffrey Branger pour toutes ces précisions pour Europe 1. La voile maintenant à 13h14 sur Europe 1, à moins d'une semaine de l'arrivée du Vendée Globe. Rien n'est joué. Oui, le leader, Charlie Dalin, est toujours talonné par Johan Richomme qui vient de perdre sa voile d'avant et 2 heures sur le leader. Écoutez-le, il nous raconte cette avarie. J'ai eu un petit pépin en fin de nuit. J'ai une voile qui est tombée dans l'eau alors qu'elle était déployée. J'ai lutté à peu près 1h30 pour la remonter, la mettre à bord et changer, remettre une autre voile. Donc j'ai perdu pas mal de temps là, donc ça va pas m'aider dans ma bataille contre Charlie. Imaginez me battre contre Charlie, c'était quelque chose qui allait arriver à mon avis, puisqu'on a un niveau similaire et on a des bateaux performants. Heureusement, on a réussi à faire le break dans l'océan Indien et effectivement, on a réussi à faire la moitié du Vendée Globe tous les deux. Voilà, Johan Richomme au micro de Cyril de la Morinerie et qui y croit et qui s'accroche. Rien n'est joué dans ce Vendée Globe. 13h15, on fait un point sur les marchés comme chaque jour avec vous. Claire Lemaître de Boursier.com et le CAC 40 qui retrouve les 7500 points. Voilà, un CAC 40 en petite hausse, plus 0,3%, 7512 points. On a toujours des tensions sur les taux. En attendant le discours de politique générale de François Bayrou, ce sera mardi. La chute du jour, elle est pour l'éditeur de jeux vidéo Ubisoft, moins 5,7%. Encore un report pour le nouvel épisode de la saga Assassin's Creed. La sortie est prévue désormais le 20 mars et ça conduit le groupe à abaisser ses objectifs financiers. En hausse, Airbus gagne plus de 1%. Le groupe a livré 766 avions commerciaux en 2024, soit une hausse de 4,2% sur un an. Les marchés en Europe sont partagés, plus 0,4% pour Francfort, moins 0,3% pour Londres. Et à Paris, le CAC 40 gagne
gagne 0,3%, 7512 points. Merci Claire Lemaître de boursier.com. Et avec vous, Géraldine Amont, la tendance météo, de l'eau, beaucoup d'eau, de l'eau. Eh bien oui, parce qu'il pleut sur les 3/4 des régions ce vendredi après-midi, avec ces pluies matinales qui gagnent maintenant le sud-ouest du pays et s'étirent vers l'Auvergne et l'ouest de Rhône-Alpes. La neige continue de tomber aussi légèrement à basse altitude sur la Bourgogne, la Franche-Comté et sur les Alpes, alors que plus au nord, le temps reste très gris avec quelques précipitations qui persistent. Je vous rappelle que le Calvados, l'Eure, l'Ille-et-Vilaine, le Maine-et-Loire, l'Oise, la Seine-Maritime et le Val d'Oise sont en vigilance orange pour crue, donc prudence. Et ailleurs, eh bien, le ciel demeure un peu plus lumineux près de la Méditerranée. En Corse, en revanche, des averses circulent tout au long de cet après-midi et le vent souffle très fort jusqu'à 120 km/h. Le vent qui souffle aussi jusqu'à 70 km/h sur le centre-ouest, puis 90 km/h sur le massif central. Pour les températures, il fera 1 degré à Lille, 3 à Charleville-Mézières, 4 à Metz et Dunkerque, 5 à Paris, 9 à Lyon, 12 à Nantes, 14 à Clermont-Ferrand, 16 à Nice et Montpellier, 17 degrés à Toulouse, jusqu'à 19 degrés à Bastia et Biarritz. Et demain, petit retour à un temps un peu plus calme, mais très froid dans le nord, donc couvrez-vous. Merci Géraldine Amont. 13h17, restez bien avec nous sur Europe 1 dans quelques instants avec Gilles William Golnadel et Raphaël Steinville. On va parler de ce retour à l'envoyeur. L'Algérie a donc renvoyé vers Paris l'influenceur qui venait d'être expulsé. L'Algérie veut humilier la France, déclare Bruno Retailleau. Il monte au créneau, mais il semble bien seul. On va en débattre. Bon début d'après-midi, vous écoutez Céline Géraud de 13h à 14h sur Europe 1. À tout de suite. Europe 1, 13h.